Les déviations de l'idéalité, c'est-à-dire de la loi des gaz parfaits, se mesurent par un paramètre très simple appelé facteur de compression. C'est défini par le rapport entre le produit PV du gaz réel avec le produit PV du gaz parfait, et ce, à la même température. Et ce facteur de compression est appelé Z, c'est généralement considéré comme fonction de la pression et de la température. C'est sûr que cette comparaison n'a de sens que si on la fait à la même température. À une température fixée, un gaz parfait aura comme produit PV NRD, tandis que pour un gaz de Van der Waals, par exemple, bien un gaz réel, le produit PV n'est pas égal au produit NRD, produit PV du gaz parfait, c'est-à-dire NRD. Et donc ce rapport nous permet de voir un peu jusqu'à quel point le gaz réel diffère du gaz parfait. Alors typiquement, les choses se présentent de la façon suivante. Le rapport PV sur NRT, évidemment, serait exactement égal à 1, c'est-à-dire serait représenté par cette ligne horizontale, si le gaz est parfait. Donc, toute autre valeur, comme vous voyez ici, dénote une déviation de l'idéalité. Donc si on prend par exemple cette portion-là de la courbe bleue représentant ce facteur de compression à haute température pour un certain gaz, et si on prend cette portion à basse pression et à cette haute température-là, n'est-ce pas que le fait que cette portion colle assez bien à l'horizontale Z égale à 1, indique qu'à ces pressions-là, le gaz se comporte passablement comme un gaz parfait. Sinon, vous voyez que, par exemple, si vous prenez l'autre température, plus basse température, le comportement du gaz parfait demande vraiment de très basses pressions, voire même des pressions carrément égales à 0. Et effectivement, la loi du gaz parfait, je vous le souligne encore une fois, c'est une loi limite. C'est-à-dire, elle est bonne que dans la limite exacte P tendant vers 0. Mais il y a des situations comme pour que cette portion de la courbe bleue où cette loi du gaz parfait est bonne quand même pour une certaine gamme de pression non nulle, et sinon pour d'autres pressions, le comportement du gaz réel peut être très différent du comportement du gaz parfait. Et en regardant le facteur de compression, on peut estimer quel type de force intermoléculaire est responsable de la déviation de l'idéalité. Par exemple, si on prend la courbe rouge, on note que on a une déviation négative à basse pression, et ça dénote la dominance des forces d'attraction, car si vous prenez le rapport PV sur NRT, vous demandez que c'est inférieur à 1, vous pouvez réarranger cette inégalité pour obtenir quelque chose qui dit que la pression du gaz réel est inférieure à la pression du gaz parfait, de la situation idéale. Et quand est-ce qu'on a une pression qui est inférieure à la pression du gaz parfait?
Eh bien, quand on a des attractions qui opèrent. Vous vous rappelez de cette démonstration de la loi de Van der Waals, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on obtient le terme moins 1 sur V bar au carré, ou bien moins 1 fois la densité du gaz au carré, là, qui représente une réduction de la pression. Et vous rappelez que cette réduction de la pression provenait du fait que les attractions ont tendance de décélérer les molécules tombant sur une surface imaginaire où l'on mesure la pression précisément. Donc cette déviation négative, ici, observée pour cette courbe à basse température, dénote la prédominance des forces d'attraction. Par contre, dans la région en haut ici, où on a une forte valeur de Z supérieure à 1, n'est-ce pas? Pour les deux situations haute et basse température, on a le même comportement, c'est-à-dire un Z supérieur à 1. Alors pour un Z supérieur à 1, on peut voir que ce sont les répulsions, les forces de répulsion qui sont responsables de cette déviation de l'idéalité, donc qui l'emportent dans le gaz réel. Une façon de voir ça, c'est de réarranger la condition PV sur nRT supérieure à 1 pour la faire lire ceci. Ce n'est pas la seule façon de le faire, mais ça c'est une façon de voir les choses. Réarrangeons ça en amenant P sur nRT de l'autre côté pour obtenir V. Ça c'est le V du gaz. Là. Le volume du gaz est supérieur à nRT sur P. nRT sur P représente quoi? Ça représente un volume qu'aurait le gaz s'il est idéal avec à cette pression-là et à cette température. Et donc ça représente le volume effectif occupé par les molécules de gaz. Et ce volume effectif est égal à V moins NB. Donc le fait que le volume réel du gaz est plus grand que le volume effectif occupé par les molécules de gaz, indique que vous avez une réduction du volume du contenant pour donner un volume qui est le vrai volume accessible aux molécules de gaz. Cette réduction du volume ne peut provenir que de la répulsion entre les molécules de gaz. Donc on conclut que si PV sur nRT, c'est-à-dire Z, le facteur de compression, est supérieur à 1, eh bien ce sont les forces de répulsion qui l'emportent. Tandis que si Z est inférieur à 1, comme c'est le cas dans cette région là en bas, eh bien on peut conclure que ce sont des forces d'attraction qui sont prédominantes au sein du gaz. Alors ça, c'est le principe d'utilisation de ce facteur de compression pour rapidement estimer quel est le type de force d'interaction, s'il y en a du tout, qui prédomine dans le gaz. N'est-ce pas que quand Z est très proche de 1, on peut dire que le gaz est pratiquement idéal, parfait, comme par exemple pour CH4 ici à 200 degrés C et pour des gammes de pression inférieures à 200 atmosphères ici. Vous voyez que cette portion de cette courbe-là, à 200 degrés C,
Pour CH4, c'est un peu comme la portion de la courbe bleue dans cette figure-là, à relativement basse pression, portion qui colle assez bien à l'horizontale Z égale à 1. Donc Z là est très proche de 1 et on peut conclure que le gaz se comporte comme un gaz parfait là. Par contre, à moins 70 degrés C, CH4 dans la même gamme de valeurs de P ne se comporte pas du tout comme un gaz parfait. Au contraire, ça présente une déviation négative par rapport au gaz parfait. Déviation négative qui dénote la prédominance des forces d'attraction au sein du gaz. Tandis que, à 20 degrés C, encore une fois à basse pression, c'est-à-dire des pressions, cette fois-ci inférieures à une pression plus grande, encore c'est 400 atmosphères. Encore une fois, dans cette région, on a une déviation négative, moins négative que à moins 70 degrés C, mais négative quand même. Et donc, dans cette région, encore une fois, on peut conclure que ce sont les forces d'attraction qui prédominent au sein de CH4 à cette température. Par contre, pour les autres températures, les autres pressions à la même température, 20 degrés C, la déviation de l'idéalité est positive, Z est supérieur à 1, et on conclut que pour cette portion-là de courbe de Z à 20 degrés C, partant de cette pression 400 atmosphères et plus, on a des forces de répulsion qui prédominent au sein du gaz, donnant une déviation positive là, par rapport à l'idéalité. La prochaine diapositive reprend ici le diagramme de tout à l'heure pour CH4, mais pour d'autres températures, ça c'est tiré du web, ça vous présente encore une fois de façon très claire ce que je venais de vous expliquer. Donc dans la région colorée en bleu ici, c'est la région où ce sont les attractions qui dominent, tandis que toute la région en haut sur fond jaune dénote la région où ce sont les forces de répulsion qui prédominent. Et là encore une fois, vous avez la courbe de Z montrée pour CH4 à différentes températures, cette fois-ci en Kelvin, et on note là qu'à la température 640 Kelvin, la courbe de Z est tangente à l'horizontale Z égale à 1, colle à l'horizontale Z égale à 1, vraiment à basse pression. C'est vraiment tangente là. Il n'y a pas de déviation du tout là. Et cette température où ça se produit est appelée température de Boyle. À 500 Kelvin, vous avez une déviation légèrement négative à partir de cette pression-là. Et c'est très légère, donc quand même, le gaz se comporte de façon très proche de celui d'un gaz parfait, quand même. Alors, l'image à côté montre les courbes de Z en fonction de la pression pour différents gaz, et une
seule température. Ça c'est pour NH3, c'est pour H2, CH4. Alors faisons un exercice sur ce qu'on vient de voir. Un exemple de tel exercice, c'est le problème numéro 20 de la série de problèmes des notes du premier chapitre. Alors, le problème s'énonce comme ceci. On a vu au problème 13 que dans un volume V égale 22,4 litres décimètres cubes, une mole de C2H6 considérée un gaz parfait exerce à 273,15 Kelvin une pression exactement égale à une atmosphère. Considérez un gaz de Van der Waals, la pression du gaz vaudrait plutôt 0,991 atmosphères. Calculez le facteur de compression de ce gaz de Van der Waals dans ces conditions et quel type de force est dominante au sein du gaz. Alors tout d'abord notez que la pression exercée par le gaz est inférieure, un peu inférieure à la pression atmosphérique. Donc déjà vous pouvez deviner que c'est des forces d'attraction. Alors, donc première question, on calcule Z. Notez que ici, puisque l'on est en train de considérer un volume fixé, 22,4 litres, et la même température, 273,15 Kelvin, on compare la pression du gaz observé avec cette température et ce volume. On a un volume de gaz qui est 22,4, cette température-là. Le gaz exerce une pression de 0,991 atmosphères, comparé à une atmosphère qui est la valeur connue pour un gaz parfait dans ces conditions-là. Donc vraiment, on est en train de comparer les choses à cette température-là et à un volume fixé. C'est le volume qui est fixé. Donc par conséquent, on peut utiliser ce fait-là pour réécrire dans ce cas-là le facteur de compression qui est P fois le volume molaire du gaz divisé par RT. C'est la même chose que PV divisé par NRT, n'est-ce pas? On n'a qu'à ramener tout ça à une mole de gaz. Et comme le volume est fixé, ce volume molaire est 22,4 litres là, on peut, le volume est fixé en haut et en bas. Là, en haut, vous avez P fois V du gaz réel. En bas, RT, c'est P0 fois le même volume. P0 étant la pression du gaz parfait. Le PV du gaz parfait. PV du gaz réel, PV du gaz parfait, à la même température. Et ceci est au même volume aussi. Donc, on peut réarranger ceci pour dire que en haut, vous avez PVM. En bas, c'est P0 fois VM, le même volume. N'est-ce pas? Et ce qui fait P sur P0 fois P0 VM divisé par RT, mais ça, c'est égal à RT. RT en haut se simplifie avec RT en bas, ça fait P sur P0. Volume et température constante. Donc, le facteur de compression, il compare le produit PV du gaz réel au produit PV du gaz parfait à une même température, se réduit au rapport entre la pression exercée par le gaz réel avec la pression exercée par le gaz si le gaz était parfait. P, indice 0, représente ça. Et on connaît ces deux quantités. P est égal à 0,991 atmosphères, P0 est à une atmosphère. C'est les données du problème. Du coup, vous voyez que Z égale à 0,991. C'est inférieur à 1, quoique c'est très proche de 1 quand même.
Ça? Bon. Alors, on peut dire que le gaz se comporte quand même de façon assez proche du gaz parfait, mais cette très légère déviation de l'idéalité en est une déviation qui dénote l'effet des forces d'attraction. Là, ce sont les forces d'attraction qui peuvent apporter une réduction de la pression. Et c'est le cas ici. Alors, continuons la lecture de l'énoncé. On a trouvé aussi que la même quantité de gaz de Van der Waals confinée à V égale à 100 cm3 à T égale à 1000 Kelvin exercerait une pression de 1800 atmosphères, tandis que cette pression vaudrait 820 atmosphères si le gaz était parfait. Donc l'énoncé vous dit que à T égale 1000 Kelvin et V égale 100 cm3, vous pouvez le vérifier par calcul. La pression exercée par le gaz parfait, P indice 0, est de 820 atmosphères. On vous donne quoi que vous pouvez le calculer. Maintenant, on dit que le gaz réel, lui, le gaz de Van der Waals, lui, exerce plutôt une pression de 1800 atmosphères. Donc, plus que 2 fois plus grand que la pression du gaz parfait. Et on vous demande quel type de force est dominant au sein du gaz dans ces conditions. Encore une fois, vous aurez pu deviner là. Ça ne peut pas être des attractions, parce que les attractions auraient tendance de faire diminuer la pression. Là, vous avez une grosse augmentation de la pression. Ça ne peut venir que des répulsions, ça. Alors, calculons ça. Là, le facteur Z, hein. Encore une fois, on est dans les conditions d'applicabilité de cette relation. C'est le même volume. On est en train de comparer la pression du gaz réel, hein, avec la pression exercée par un gaz parfait dans les mêmes conditions de température et de volume. Le volume est donc fixé. Voilà. Donc on peut utiliser cette relation. Alors, ça fait donc 1800 divisé par 820, et comme je vous l'avais dit, ça fait un facteur de plus que 2, celui 2,2, c'est bien plus grand que 1, et ce sont les forces de répulsion qui prédominent dans ce cas-là. Les dernières diapositives de ce diaporama vous ramènent à ces isothermes d'un fluide réel. Je parle d'un fluide parce que ça peut être un gaz, liquide, ou bien un fluide supercritique. Alors je vous rappelle que pour qu'un fluide réel, les choses se présentent de la façon suivante. Il y a toujours une température où ce fluide, où l'isotherme de ce fluide passe par un vrai point d'inflexion comme ça. Ça, c'est un 31,04 degrés C, donc ça devrait être, encore une fois, du CO2 que l'on a là, comme on avait vu sur une diapositive précédente là. Et à des températures plus hautes que la température critique, donc cette température 31,04 degrés C, c'est la température critique du système. Et à des températures plus élevées que la température critique, on n'a qu'une seule phase. Cette phase est appelée supercritique plutôt, quoique des pressions suffisamment basses et correspondant à des volumes assez grands, ça doit se comporter plutôt comme des gaz parfaits là. Des températures inférieures à la température critique, ce n'est pas une seule phase, un seul type de fluide que vous avez. Le type de fluide que vous avez dépend de la gamme de volume, ou bien du volume, ou bien de la pression. Là. Donc, par exemple, pour cette température que voici, toute cette portion de courbe à droite de ce volume de 0,2 litres par mol décrit un gaz. C'est un isotherme de gaz là.
ensuite, l'isotherme passe par un palier qui correspond à l'équilibre de phase, le passage de la vapeur du gaz à l'état liquide, à l'équilibre de phase liquide-vapeur. Et après, c'est continué pour des volumes bien plus faibles, par une portion de courbe qui monte très rapidement, la pression qui monte très rapidement au fur et à mesure que le volume diminue, presque une pente infinie ici. Eh bien, ça dénote un isotherme du liquide, de l'état liquide. Le liquide est bien plus incompressible que le gaz. Les isothermes de gaz dénotent des variations bien plus douces de la pression avec le volume. Et en 3D, ça se présente comme ceci, ça. Voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est cette section de ça, à travers, ou plutôt la projection de tous ces isothermes-là dans un plan. Tandis qu'en 3D, ça a cette allure de surface comme ça. Alors donc, ces deux images tirées du site web de Monsieur Gérard Charlet, qui était un des professeurs qui avait donné ce cours là dans le temps. Il avait un site web très complet, et ça vient avec plusieurs images très jolies là, et cette image explique bien les choses. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, dans cette portion de courbe de l'isotherme du fluide réel. Le corps, le fluide, est à l'état gazeux. Il est très compressible. Son volume change beaucoup lorsque la pression change, ou encore la pression change peu quand le volume change beaucoup. C'est pareil. C'est dire la même chose là. Tandis que là, dans cette portion, avec une pente très raide, le corps, le fluide est à l'état liquide, il est peu compressible. Et pour un petit changement de volume, la pression change fortement. Ou encore, son volume change peu, même pour des changements considérables de pression. C'est la même chose qu'on est en train de dire là. Et dans cette portion horizontale, le fluide est en partie gaz et en partie liquide. En fait, on doit dire qu'on a les deux phases gaz-liquide qui coexistent. Cette horizontale dénote cette coexistence des deux phases, et les deux phases sont en équilibre en fait. Et le volume de chaque phase dépend de la position où l'on est sur cette portion horizontale. Au début, on a très peu de liquide. Le liquide commence à apparaître seulement, puisque de ce côté-là, on n'a que du gaz. Là, le gaz commence à disparaître pour donner un peu de liquide, très peu de liquide encore. Et au fur et à mesure que l'on avance, on a de plus en plus de liquide, et à la fin, ici, il ne resterait plus qu'une trace de gaz, là. N'est-ce pas? Et le système est pratiquement converti complètement en liquide, et après quoi, il suit cette portion de l'isotherme décrivant le fluide incompressible qu'est la phase liquide. Et la diapositive finale vous montre une animation, très jolie animation faite par Monsieur Charlet de ça. Alors voilà donc cette animation. Voyez-vous, on commence à parcourir là, on est en train d'être là, on a un liquide. Là on retourne. Ici, on a évaporation, équilibre de phase. Là, on n'a plus de liquide, il n'y a que du gaz, là.